arrive à l'heure, on va débuter. Alors, Michael, à la régie, est-ce que tu peux me confirmer que les personnes en ligne se joignent à nous? Oui, je te confirme que c'est démarré et les gens se joignent à nous. Merci, Michael. Alors, bonsoir. Bonsoir à tous. Parce que vous savez, on a également des gens qui se joignent à nous via la plateforme Teams. Alors, voilà, 19 heures, je me présente. Hélène Saint-Pierre, je suis conseillère en consultation publique au service des relations citoyennes et des communications à la Ville de Québec. Alors, j'ai le plaisir d'animer ce soir la consultation portant sur la révision de l'encadrement en matière d'hébergement touristique commercial. Alors, vous aviez bien compris, on a des gens en salle, plus d'une dizaine de personnes, notamment des administrateurs du conseil de quartier. Tout à l'heure, à la fin de la consultation, on va procéder à la demande d'opinion au conseil de quartier. Alors, sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Tout d'abord, Madame Mélissa Coulombe-Leduc. Elle est conseillère du district Cap-au-Diamant. Elle est également membre du comité exécutif et elle a notamment les dossiers en urbanisme. Également, bonsoir. Également, M. Emmanuel Bell et M. Simon Guillemette, tous deux conseillers en urbanisme à la gestion territoriale. Bonsoir. Alors, juste à côté de moi, Madame Vanessa Dionne, qui est également conseillère en urbanisme, mais à la planification de l'aménagement et de l'environnement. Également, nous avons en ligne, je tiens à souligner la présence de Daniel Leclerc, mon collègue de travail. Donc, Daniel va gérer les questions en ligne tout à l'heure. Vous allez voir, il va être également, je vais être en communication avec Michael à la régie qui est avec nous en salle. Alors, écoutez, sans plus tarder, je vais céder la parole à Madame Coulombe-Leduc pour le mot de bienvenue. Merci, Hélène. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens qui sont en ligne. Donc, ce soir, on reprend, j'ai envie de vous dire, une révision réglementaire qui avait commencé en 2019 en lien avec toute la question de l'hébergement touristique commercial, entre autres. Et ce chantier-là avait été mis sur la glace, là, notamment à la suite de la pandémie et à la reprise de nos réflexions, discussions là, au sortir de la pandémie. Le contexte en matière de logement, entre autres, avait énormément évolué. Donc, finalement, c'était peut-être une bonne affaire qu'on le mette sur pause. Mais bon, on reprend donc ce chantier-là. Je vais faire un petit pas en arrière, si vous me permettez, pour bien vous placer le contexte. À l'automne dernier, on est venu ouvrir le PPU Saint-Roch, donc le quartier voisin ici en Basse-Ville, pour venir circonscrire, justement, on avait une opportunité d'ouvrir le PPU. On est venu faire le travail qu'on va faire à partir de ce soir à l'échelle de la ville au complet pour venir circonscrire où est-ce qu'on veut l'hébergement touristique commercial. Donc, un bâtiment qui est dédié 100% du temps à faire de l'hébergement touristique. Et où est-ce qu'à contrario, on ne veut pas d'hébergement touristique commercial et qu'on souhaite protéger la fonction résidentielle. Donc, avec les mesures qu'on a introduites l'année passée, c'est plus d'une 300 logements qu'on est venu protéger uniquement dans le quartier Saint-Roch. On a aussi, au mois d'avril dernier, introduit le certificat d'autorisation pour l'hébergement touristique collaboratif. Donc, l'hébergement touristique collaboratif, c'est ce que vous pouvez faire dans votre résidence principale pour un maximum de 90 jours par année, moyennant l'obtention d'un permis de 250 $ maintenant depuis le mois d'avril. Et on est la première ville au Québec à admettre comme seule preuve de résidence principale, soit l'avis de cotisation de Revenu Québec ou l'avis de cotisation de l'Agence du revenu du Canada. Vous aurez compris que les chiffres nous importent peu. C'est l'adresse qui est déclarée quand on fait nos impôts qui nous importe. Et donc,
suivant ça, on réouvre le chantier d'hébergement touristique commercial et les questions qu'on s'est posées l'année passée dans Saint-Roch, à savoir où est-ce qu'on veut que ça se fasse et où est-ce qu'on ne veut pas que ça se fasse et où est-ce qu'on veut protéger la fonction résidentielle, mais ce sont les mêmes questions qui ont guidé les équipes qui sont avec moi ce soir dans chaque quartier de la ville. Donc, on a commencé par l'arrondissement de la Cité-Limoilou. On commence par le Vieux-Québec. Dans le prochain mois, on va faire Saint-Jean-Baptiste-Montcalm notamment, mais pas que. Donc, on va continuer comme ça pour faire cette réflexion-là à l'échelle de la ville. Il y a une demande pour de l'hébergement touristique commercial au niveau de la ville. Notre ville attire. On a plus de 4 millions de visiteurs par année. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est où est-ce que c'est souhaitable? Alors, je m'arrête ici. Les équipes vont vous faire la présentation de ce qu'on vous propose pour votre quartier. Puis, on est en consultation publique, donc on veut vous entendre par la suite. Merci. Alors, merci, Madame Coulombe-Leduc. Rapidement, le déroulement de la soirée, nous allons avoir une présentation d'environ une quarantaine de minutes. Par la suite, une période de questions et de commentaires. Alors, pour les gens qui sont en ligne, vous allez avoir à utiliser l'outil Q&R et nous allons recevoir vos questions. Donc, je vais toujours être en communication, soit avec mon collègue ou avec Daniel Leclerc ou encore à la régie. Et puis, pour les questions en ligne, en salle, pas en ligne, mais en salle, les gens, je vais vous demander de venir au micro pour faire entendre votre question, votre commentaire. Sinon, les gens en ligne ne vous entendront pas. Alors, question d'être équitable pour tous. Alors, je ne sais pas si on est en mesure de connaître le nombre de personnes que nous avons en ligne présentement. Je suis curieuse, mais Oui, donc on a Présentement, il une y a dizaine. 14 personnes en ligne. 14 personnes. Merci, Michael. Alors, bonsoir aux personnes en ligne. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Emmanuel et à Simon. Merci Hélène, bonsoir à tous. Donc, comme il vous a été mentionné, ce soir, on commence à vous présenter la révision de l'encadrement en matière d'hébergement touristique commercial. Puis c'est un exercice qui va se décliner dans tous les arrondissements de la ville dans les prochains mois. Donc, on commence, comme Madame Colombe-Leduc vous a mentionné, par la cité Limoilou. La présentation qu'on fait ce soir, on va la reproduire au conseil de quartier Montcalm et au conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste. Et ça concerne plusieurs règlements, plusieurs modifications réglementaires concernant la réglementation d'urbanisme de la ville. Donc, on va vous montrer le plan de la présentation. Donc, ça, c'est les points qu'on va aborder ce soir. Donc, l'objectif de l'activité, qu'est-ce qu'on fait ce soir, dans quel cadre ça s'inscrit? Une mise en contexte pour l'hébergement touristique, l'objectif général, puis les orientations qui ont guidé l'exercice de révision puisqu'on vous présente ce soir. La stratégie globale, c'est pour vous montrer finalement les modifications qui sont prévues sur l'ensemble de la ville de façon synthétique pour mieux comprendre les modifications. Un petit point sur les outils réglementaires qu'on va utiliser. Puis, en point 6, la modification détaillée par quartier. Donc là, on va voir les quartiers de l'arrondissement qu'on vient modifier de façon plus détaillée, zone par zone. Puis, on finira avec les prochaines étapes. Donc, au niveau de l'objectif de l'activité, on se trouve ce soir dans un contexte de consultation pour de la réglementation d'urbanisme. Donc, on va vous présenter des modifications réglementaires. Contrairement à l'accoutumée, il y a plusieurs règlements qui font l'objet de la consultation ce soir, mais de façon synthétique, on va vous présenter le résultat de l'ensemble de ces règlements pour une meilleure compréhension. Suite à cette présentation, bien sûr, il y aura une période de questions, commentaires pour approfondir ce qui n'aura pas été compris. Puis dans une seconde partie de la soirée, là, la séance du conseil de quartier va s'ouvrir, puis on demandera l'opinion du conseil de quartier Vieux-Québec, Cap-Blanc, Colline parlementaire. Puis comme je vous le mentionnais, cette même présentation qu'on est en train de faire, on va la reproduire au conseil de quartier Montcalm et au conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste. Donc au niveau de la consultation en tant que telle, là, vous avez un petit schéma à l'écran pour vous replacer finalement dans le processus. Donc, ce soir, on est dans le petit carré bleu qu'on voit à l'écran. Donc, c'est la consultation publique et la demande d'avis au conseil de quartier. Préalablement, il y a eu l'approbation de projets de modification par le conseil d'arrondissement et par le conseil de ville. Suite à notre consultation publique, donc notre politique de participation publique prévoit un délai minimum de 7 jours pour faire une consultation écrite. Donc, on continue à
à récupérer les commentaires écrits suite à la consultation. Dans ce dossier particulier, la consultation va être plus longue. En fait, elle va s'étendre à partir de demain jusqu'au 4 novembre. C'est 7 jours après notre dernière consultation dans l'arrondissement, donc ça laisse plus de 7 jours pour recevoir les commentaires. Suite à ça, il y a une décision qui doit être prise par les autorités, donc conseil d'arrondissement, conseil de ville, modification des règlements présentés ou adoption telle quelle. Par la suite, une période d'approbation référendaire de 8 jours. Donc, il y a certains règlements qui peuvent faire l'objet d'une demande de référendum pour être contestés. Donc, c'est la période durant laquelle les référendums peuvent être déposés. Puis, s'il n'y a pas de contestation, on finit avec l'adoption des règlements puis l'entrée en vigueur. Donc, comme je vous mentionnais, il y a plusieurs règlements qui font l'objet de la consultation. Donc, je vais vous épargner la lecture de tous les titres, mais juste retenir finalement qu'il y a un règlement qui concerne le conseil de ville. Les autres règlements concernent le conseil d'arrondissement, notamment car le premier règlement, il vient modifier le PPU, le programme particulier d'urbanisme, sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard. Donc, encore une liste des règlements. Donc, je vous en fais pas la lecture, mais comprenez que nous, on a synthétisé pour une meilleure compréhension. Donc, on va vous montrer le résultat de l'entrée en vigueur de l'ensemble de ces règlements, comment ça se traduit sur le territoire. Mise en contexte. Donc, je vais faire un bref retour. Madame Combleduc l'a évoqué tantôt. En 2019, ça a été une année importante dans la révision de l'encadrement de l'hébergement touristique dans notre réglementation d'urbanisme. C'est là que sont apparues deux catégories, l'hébergement touristique collaboratif et l'hébergement touristique commercial. Donc, l'hébergement touristique collaboratif, ça, c'est un usage associé au logement qui peut être exercé par le propriétaire dans une résidence principale. L'hébergement touristique commercial, là, on parle vraiment d'une activité commerciale qui est exercée 365 jours par année. Donc, ça, c'était en 2019. En 2024, il y a deux éléments. Ça a été évoqué tantôt. Donc, au niveau de l'hébergement collaboratif, on vient exiger depuis le printemps dernier un certificat d'autorisation, donc un permis. Ça veut dire que désormais, on demande que les citoyens fassent une demande de permis pour pouvoir exercer de l'hébergement touristique collaboratif dans la résidence principale, notamment pour nous permettre un meilleur contrôle de l'exercice de cet usage. Et ce qu'on entame aujourd'hui, c'est ce que vous voyez entouré en jaune. Donc, c'est la révision réglementaire pour le volet commercial, donc sur l'ensemble du territoire. À l'écran, maintenant, on vous présente dans la mise en contexte, juste un petit retour sur le collaboratif puis le commercial, parce que des fois, ce n'est pas évident de se démêler là-dedans, mais il y a deux grandes catégories. À gauche, à l'écran, vous avez l'hébergement touristique collaboratif, puis à droite, l'hébergement touristique commercial. Donc, ce soir, on s'attaque vraiment à la colonne de droite au niveau des usages sur le territoire. Donc, pour le collaboratif, on parle d'un usage qui est associé au logement. C'est autorisé sur tout le territoire. Il y a des conditions requises. Donc, il faut obtenir un certificat d'autorisation. On parle de location à court terme, donc 31 jours ou moins. Ça doit être fait dans la résidence principale du propriétaire ou du locataire. Et c'est une seule chambre ou le logement en totalité qui est loué à un seul groupe de voyageurs à la fois. Et c'est un maximum de 90 nuitées par année qui sont autorisées. Pour l'usage commercial, donc, c'est l'usage C10, selon notre code dans le règlement de zonage. Lui, il peut être exercé dans les zones qui autorisent l'usage C10 dans notre zonage. Donc, aussi, il faut un certificat d'autorisation pour exercer l'usage, comme tout usage commercial. On parle encore une fois de location à court terme, donc 31 jours ou moins. Puis pour l'exercer, donc, il faut respecter le zonage, il faut qu'il soit exercé dans une zone qui autorise l'usage C10. Donc, l'usage C10, on vous a mis la définition ici. Donc là, c'est très réglementaire, là, mais c'est pour, dans le fond, expliquer comment il est écrit dans le règlement d'urbanisme. Donc, c'est le groupe d'usage C10, établissement d'hébergement touristique général, comprend les établissements qui offrent publiquement et contre rémunération de la location d'unités d'hébergement à des touristes pour une durée de 31 jours consécutifs ou moins. Ces établissements peuvent offrir des services de réception et d'entretien ménager quotidien ainsi que tout autre service hôtelier. Donc, c'est le petit code C10, retenez ça finalement au niveau du zonage, qui, lorsqu'il se retrouve dans une zone, peut être exercé. Donc, également, j'évoquais tantôt le fait qu'il y avait un des règlements modificateurs qui concernait le PPU. Donc, qu'est-ce qu'un PPU? C'est un programme particulier d'urbanisme. Donc, c'est un outil de planification qui permet d'orienter le développement d'un secteur stratégique de la ville
en y présentant une vision. Au niveau réglementaire, ça correspond à une annexe du plan directeur d'aménagement et de développement, le PDAD, qui est le plan d'urbanisme de la Ville de Québec. Donc, le PPU de la colline parlementaire, c'est celui qui serait modifié. Il a été adopté en 2010. Là, à gauche de l'écran, vous le voyez, dans le fond, c'est la petite couche en bleu ici que je vous indique. Donc, vous voyez qu'un secteur de PPU, dans le cas du PPU de la colline parlementaire, il vient chevaucher les 3 quartiers. Donc, Vieux-Québec qui est ici, Saint-Jean-Baptiste, puis Montcalm. Et étant donné qu'on vient modifier des zones dans ce secteur-ci, on doit modifier le PPU. Donc, le PPU, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il prescrit notamment des aires d'affectation qui doivent être conformes au zonage en vigueur. Ou plutôt, c'est le zonage qui doit être conforme au PPU. Donc, dès qu'on veut modifier le zonage, il faut préalablement modifier le PPU. Donc, et le PPU, c'est une compétence du Conseil de ville. Donc, ça explique qu'on ait notamment des règlements qui aillent au Conseil de ville sur cet objet-ci. Donc, ça, c'était la mise en contexte. Maintenant, on arrive à l'objectif et les orientations de l'exercice de révision. Donc, au niveau de l'objectif général, donc, c'est l'objectif qu'on veut atteindre avec la modification, les modifications qu'on propose. Déjà, en préambule, on souligne que ça s'inscrit dans un contexte exceptionnel de crise du logement qui milite pour une protection accrue des logements, notamment dans le contexte de la vision de l'habitation adoptée par la Ville de Québec. Revoir la réglementation en matière d'hébergement touristique était une des actions, notamment qui s'inscrivait dans cette vision de l'habitation. Donc, dans le fond, vous comprenez que ce préambule fait que la protection du logement, ça a été un des critères majeurs dans les analyses qu'on a faites. Par la suite, l'objectif qu'on va atteindre, c'est orienter le développement de l'offre d'hébergement touristique en veillant à assurer l'équilibre du marché et l'attrait de la destination touristique dans une approche visant une adéquation avec la protection du parc de logement. Pour atteindre cet objectif, il y a différentes orientations qu'on a considérées dans nos analyses. Donc, favoriser la conservation des logements existants. Donc, vous comprenez la logique. Dès qu'on pouvait favoriser la conservation des logements existants, c'est ce qu'on s'est appliqué à faire. Maintenir l'attrait de la destination en préservant son caractère mixte et habité, notamment pour le site du patrimoine mondial de l'UNESCO, donc dans le Vieux-Québec, pour lequel il était souhaité que les logements demeurent puis qu'on n'ait pas uniquement de l'hébergement touristique. Favoriser le développement des secteurs avec concentration d'établissements existants. Donc, on a des secteurs, secteur de l'aéroport, le Bourgneuf, le secteur des ponts à Sainte-Foy, qui sont déjà des secteurs de concentration hôtelière qu'on veut favoriser pour le développement futur de ces usages. Privilégier les secteurs avec une bonne desserte en transport en commun. Favoriser l'implantation d'unités au-dessus du rez-de-chaussée dans les zones mixtes résidentielles et commerciales où l'usage serait autorisé. Donc ça, c'est notamment pour les zones commerciales pour lesquelles on souhaite qu'il y ait un dynamisme avec des vitrines au rez-de-chaussée. Dans ces zones particulières, on va autoriser l'usage, mais uniquement dans les étages supérieurs des bâtiments. Offrir plus de flexibilité concernant le nombre d'unités dans les établissements. Actuellement, dans notre zonage, dépendamment des zones, parfois on vient limiter le nombre d'unités par bâtiment dans les zones. Là, ce qui est proposé à l'échelle de la ville, finalement, c'est de venir retirer ce maximum et laisser les autres normes qui définissent le bâtiment, donc l'implantation, le volume, la hauteur que le bâtiment peut avoir, et pas gérer le nombre d'unités qu'il y a à l'intérieur, laisser finalement le marché, puis les propriétaires gérer le nombre d'unités qui est requise en fonction du marché. Et permettre les projets d'agrandissement des établissements existants. Donc, on va le voir un peu plus tard dans les modifications un peu plus détaillées. Il y a certains secteurs, effectivement, où vous allez voir qu'on retire l'usage C10. Par contre, on prend des mesures particulières pour que les établissements existants puissent s'agrandir. Donc, ces orientations nous amènent à une stratégie globale que mon collègue Simon va vous présenter. Merci, bonjour tout le monde. Dans le fond, la prochaine section, c'est la stratégie globale. On va vous montrer un peu ce qui se passe à travers l'ensemble du territoire de la ville. Puis ensuite, on va embarquer exactement ce qui se passe là, au niveau là, du quartier ici. Première chose, je vais vous faire défiler plusieurs cartes. Ces cartes-là, il va y avoir 4 pastilles de différentes couleurs qu'on va retrouver dessus en général. On va avoir des pastilles vertes. C'est des pastilles qui vont représenter les secteurs ou les grandes zones sur lesquelles on va ajouter le C10 dans le fond.
Quand ça va être des pastilles bleues, c'est des pastilles où on maintient, c'est un presque statu quo, mais on ne fait pas grand bouleversement dans ces zones-là. Quand on va y aller avec la pastille jaune et dorée, là, c'est des zones où on va venir faire de la rationalisation. Dans le fond, on va retirer des zones de ces 10 existantes pour diverses raisons, dans le but de concentrer l'offre ou de forcer la concentration de l'offre vers des zones existantes. On a aussi des visions d'aménagement. Il y a plusieurs projets et plusieurs visions qui sont en cours de travail et elles vont être identifiées sur les cartes. Il faut savoir que dans ces secteurs-là, on n'est pas venu rien bouleverser, on ne va pas jouer là, on va attendre la finalité de ces visions-là qui vont revenir plus tard dans le temps là, pour leurs propres modifications. En commençant à citer Limoilou, foncièrement, on a du côté nord tout ce qui est Limoilou, les Raies. Comme il y a des visions, la vision de la Canardière et la vision de la Première Avenue, on ne va pas jouer dans le zonage à ce niveau-là. On a le secteur de Expo-Cité, ça non plus, c'est statu quo. Là, c'est qu'on est venu ajouter une petite zone. On est dans le Vieux-Québec, Saint-Jean-Baptiste principalement. Là, on maintient pas mal ce qui est là, mais il y a une petite zone qu'on va venir ajouter. Puis dans le quartier Montcalm, là, on y va avec un peu de rationalisation, c'est-à-dire que quelques zones qu'on va retirer. Au niveau de l'arrondissement des Rivières, si je pars de gauche à droite, de l'ouest en est, Henri IV, Wilfrid Hamel, sur ce pôle-là, on va augmenter. Dans le fond, il y a quelques zones qu'on va rajouter. Du côté de Le Bourgneuf, on fait à peu près un peu de tout. Il y a des zones qu'on garde, des zones qu'on ajoute, puis il y a des zones qu'on conserve. Quand on parle au niveau du Marais, c'est le Rénault Dépôt et quelques zones juste au sud. Là aussi, on va venir rationaliser pour conserver les zones qui sont sur le bord de l'autoroute. Et on a Fleur de Lys. Il y a eu des modifications dans les dernières années au niveau de Fleur de Lys, fait qu'on ne veut pas rejouer dans ce secteur-là. Au niveau de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, d'ouest en est, on a le secteur de l'aéroport. On va ajouter des zones en front de l'aéroport. Au niveau de Duplessis, coin Duplessis-Hamel, on va venir concentrer l'hébergement touristique là, vraiment plus proche du carrefour. C'était des zones qui s'étiraient loin sur Hamel, fait qu'on en a retiré. Quand on parle de la vision chaudière ici, c'est le IKEA. Il y a des travaux qui sont en cours. On n'est pas allé jouer là. Au niveau de Cap-Rouge, rue Provencher, là aussi, on rationalise. Dans le fond, il y avait 2 zones qui le permettaient, fait qu'on va concentrer, en garder qu'une seule qui est commerciale, l'autre étant mixte, mais on va la retirer. Bonne Entente, dans le fond, c'est l'hôtel Bonne Entente. La zone qui inclut l'hôtel Bonne Entente, elle s'étendait sur des territoires, sur des quartiers résidentiels. Fait que dans le fond, on va venir recerner ou recirconscrire la zone au terrain de l'hôtel même. Hochelaga, c'est des zones qui sont résidentielles qu'on retire. On retire le C10. Tête des ponts, on ne touche pas à ça. Il y a eu des modifications dans les dernières années. Il y a un PPU aussi. Fait que ça, on conserve. Au niveau de l'Université Laval, c'est le chemin 4 Bourgeois. Encore là, c'est une zone qui était à moitié résidence, à moitié commerce. Fait que la partie résidentielle, on la retire complètement. Puis on a à Sillery sur René Lévesque, là, qu'on a une zone qui est résidentielle, qui permettait. Fait que là, on retire à ce niveau-là. Au niveau de Charlebourg, il y a 3 secteurs où le C10 est autorisé. On a le golfe de la Faune, qu'on ne touche pas, on maintient. Galerie de Charlebourg en bas, il y a des modifications qui ont été faites dans les derniers mois, fait qu'on ne revient pas là. Puis il y a juste au niveau de l'Atrium, encore qu'on vient resserrer, il y a un complexe d'habitation qui s'est construit, fait que le zonage C10 il était autorisé. Là, on l'a retiré de cet immeuble-là. À Beauport, du secteur Beauport, boulevard Sainte-Anne, encore là, on vient concentrer puis retirer un peu les zones qui sont essentiellement de l'habitation. Pour ce qui est du quartier Saint-David, avenue Royale, c'est du statu quo. On maintient. Puis au niveau du boulevard des Chutes, encore, c'était une zone qui était à moitié commerciale puis à moitié résidentielle. Fait qu'on a enlevé la partie résidentielle pour être sûr qu'il n'y ait pas de C10 à cet endroit-là. Et finalement, à la Haute-Saint-Charles, il y a le secteur Pi-11 industriel, ou le fameux carrefour de la Bravoure. Là aussi, on va venir vraiment concentrer le C10 autour du carrefour. Puis, il y a le secteur de la rue Racine, dans le fond, qui avait une zone d'habitation qu'on a retirée, mais on l'a conservé ailleurs autour de cette zone-là. C'était en gros les secteurs qu'on va toucher. Là, comment on va y aller de façon plus précise au niveau des grilles, c'est ce que je vais venir vous présenter. Il faut savoir, à la base, quand on parle de règlement de zonage, c'est un texte.
Dans le fond, on le retrouve il y a 1300 articles là-dedans. Si on le prend au niveau d'un cartable, il fait pas loin de 3 pouces d'épaisseur. Fait qu'il y a un volet où ce que c'est de la rédaction. Ensuite, on a ce qu'on s'appelle le plan de zonage. Dans le fond, la ville est découpée en zones qui peuvent regrouper plusieurs bâtiments ou un seul. Puis chaque zone est associée à une grille de spécification. C'est dans cette grille-là, dans le fond, qu'on a entre autres les usages, les marges, les hauteurs, etc. Fait que c'est ces 3 composantes-là, dans le fond, qui font que le règlement de zonage est applicable. C'est ça, avec ça qu'on travaille. Nous, concrètement, ce qu'on va utiliser, je vous donne la liste des outils, puis je vais vous les expliquer de façon plus précise tout de suite après. On va travailler avec l'autorisation ou l'interdiction de l'usage C10 dans les zones. On va travailler avec le nombre d'unités autorisées dans les zones, la localisation de l'usage, le logement protégé, l'interdiction de cohabitation de C10 et de logements dans un même bâtiment, le nombre de chambres associées à un logement pour une clientèle de passage, puis la permission d'occupation et les contingentements. Quand on parle d'autorisation ou interdiction de C10, c'est directement dans les grilles. Ça implique d'ajouter ou de retirer la norme à même la grille. Quand on l'ajoute, c'est que c'est autorisé, sinon on l'enlève. Nombre d'unités d'hébergement autorisées, là aussi, c'est encore dans la grille. Il y a des grilles où on a un nombre qui est inscrit, c'est un nombre maximal. Dans les grilles qu'on a modifiées, on est venu le retirer simplement pour laisser un peu plus d'air aux hôteliers en place. Fait que dans le fond, ils vont pouvoir ajouter ou retirer des chambres en fonction de leurs besoins réels, mais tout en respectant tout l'ensemble des restes de toutes les autres normes de zonage quant à leur agrandissement, gabarit, etc. Ça ne changera pas. Localisation de l'usage C10 dans le bâtiment, il y a des zones où on veut autoriser le C10, mais on ne veut pas l'avoir au rez-de-chaussée. C'est une note particulière à la grille qu'on vient inscrire. Pourquoi on fait ça? C'est que souvent, les rez-de-chaussée, quand on veut plus d'animation sur la rue, on préfère avoir des commerces que des rideaux fermés. On autorise le C10, mais en haut, pour que le rez-de-chaussée demeure commercial pour entraîner de la vie. Logement protégé. Plus souvent qu'autrement, dans le fond, c'est une note qu'on a ajoutée dans les grilles qu'on est venu modifier justement pour protéger et préserver les logements existants. Dans le fond, oui, on peut autoriser d'ajouter du C10 dans différentes zones, mais on ne voulait pas le faire au détriment des logements parce que, vous savez, on est en contexte de crise du logement. C'est un des outils qu'on a beaucoup inséré à travers les grilles. Interdire la cohabitation du C10 et du logement. Cet outil-là, quand on l'a utilisé dans la grille, dans le fond, c'est qu'on vient forcer le propriétaire du bâtiment à choisir. Est-ce que je m'en vais en mode hôtel, en C10, ou bien je reste en logement pur? Parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que la mixité ne se passe pas toujours bien, surtout dans les plus gros bâtiments, les immeubles à condos, où les résidents permanents versus des voyageurs, ça pouvait causer certaines frictions. Fait qu'avec cette note-là, on vient vraiment trancher. Si tu peux faire du C10 puis tu veux, tu y vas, mais c'est all the way. On garde, le bâtiment va être du C10 au complet. Autrement, si c'est de l'habitation, ça va rester de l'habitation. C'est une note à la grille qu'on a utilisée à plusieurs reprises. Ensuite, location d'une chambre à une clientèle de passage associée à un logement. Dans le fond, là, je fais référence à ce qui s'appelle les couettes et cafés ou les bed and breakfast. À la base, il faut savoir que c'est un usage qui est accessoire au logement, qui est autorisé presque partout dans le territoire de la Ville de Québec. Il y a quelques secteurs qui est prohibé, mais en général, de facto, c'est autorisé. Mais ça permet que 3 chambres. Là, il y a eu des besoins, il y a du monde qui se sont manifestés, qui voulaient pouvoir louer 5 chambres à même leur propre B&B, leur bed and breakfast ou couette et café. Fait qu'on est venu ajouter une note particulière dans ces zones-là, justement pour que ces gens-là puissent louer 1 ou 2 chambres supplémentaires. Et le dernier outil, c'est permission d'occupation et contingentement. Essentiellement, actuellement, entre autres, dans le Vieux-Québec, l'hébergement touristique est contingenté. Ce qui veut dire, c'est que la grille dit que oui, l'usage d'hébergement touristique est autorisé, mais quand on veut opérer de l'hébergement touristique, il faut qu'il y ait de la place, puis s'il n'y en a pas, on se retrouve sur une liste d'attente. Officiellement, il n'est pas tant autorisé que ça, étant donné que les listes sont déjà complètes, etc. Ça fait comme envoyer un drôle de signal à ceux qui pensent pouvoir ouvrir un hôtel. Pour simplifier et que ce soit plus clair pour les gens, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va simplement retirer les zones où l'hébergement touristique est autorisé de façon contingentée.
C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de contingentement, mais il n'y aura plus d'hébergement touristique de facto non plus. Puis pour ne pas brimer ceux qui sont déjà à ces endroits-là, parce que si jamais on retire le C10, les gens tombent dérogatoires, protégés, donc avec des droits acquis, puis des fois ça rend les choses plus complexes, on va venir leur octroyer des permissions d'occupation. Fait que tous ceux qui sont existants, dans le fond, ils vont devenir dérogatoires, mais avec la permission d'occupation, on leur donne le plein droit comme qui était. Puis avec ces permissions d'occupation-là, on va venir greffer, entre autres, différentes conditions, comme on va moduler le nombre d'unités. On va s'assurer d'avoir un maintien des logements existants. Dans certains cas, on va spécifier que le C10 va devoir demeurer au-dessus du rez-de-chaussée. Puis, on va retirer le nombre de cases de stationnement exigé aussi en fonction du nombre de chambres. Peut-être la parole. Merci Simon. Donc là, on arrive à la partie des modifications détaillées par quartier. Donc là, on va commencer à vous présenter des cartes pour vous montrer la situation avant-après. Donc d'abord, une première carte globale pour vous montrer un petit peu dans l'arrondissement de la Cité-Limoilou les quartiers qu'on vient modifier ou pas. Donc, mon collègue Simon vous l'a mentionné tantôt, il y a des secteurs qui ont des visions en cours comme Mézeray, Vieux-Limoilou, pour lesquels on ne vient pas intervenir tout de suite. Là, ce que vous voyez à l'écran, les petites zones bleues entourées de jaune, c'est là où l'usage C10 est autorisé actuellement. Donc, Mézeray, Vieux-Limoilou, on n'intervient pas pour le moment. Secteur Léret, Saint-Roch, Saint-Sauveur, Saint-Sacrement, c'est statu quo, soit parce qu'il n'y a pas volonté d'augmenter l'offre d'hébergement touristique dans ces quartiers, soit comme le secteur Saint-Roch, il y a déjà une modification du PPU qui a eu lieu l'année dernière, donc on ne vient pas refaire des modifications. Donc les trois quartiers qu'on modifie, c'est Vieux-Québec, Saint-Jean-Baptiste, puis Montcalm. Donc on va commencer par le Vieux-Québec. Donc là, vous allez voir les petits carrés rouges. Finalement, on va faire des zooms sur chacun des petits carrés pour voir comment ça évolue la situation. Donc, si on commence par secteur du Vieux-Québec, donc dans le nord, dans le secteur de la gare du Palais, qui se trouverait ici, puis le Bas-Saint-Louise. Je vais d'abord prendre un petit moment pour vous expliquer l'image parce qu'on va avoir ce type de page qui va défiler par la suite. En haut à gauche, vous avez la carte de localisation. Ça vous permet de vous localiser où se trouve l'image qu'on a au centre. La légende, donc, les zones qui sont en bleu, c'est là où le C10 est autorisé. En vert, c'est là où on l'ajouterait. En jaune, c'est là où on le retirerait. Puis lorsqu'on va avoir des petits pointillés rouges au bord de la zone, ça veut dire que l'usage C10 est contingenté. Ça veut dire qu'il y a un nombre maximum d'établissements qui est autorisé dans la zone. Puis sachez que toutes les zones où l'usage est contingenté, le nombre maximum est atteint. Ensuite, vous allez voir des petites valises noires. Ça, c'est les établissements qui sont contingentés dans ces zones qui vont apparaître en rouge. Puis les petites maisons bleues, c'est lorsqu'on propose de donner une permission d'occupation pour ces lots-là. À droite, vous avez un tableau avec les normes que mon collègue Simon vous a présentées tantôt, résumé donc dans les zones qui sont inscrites puis qu'on voit à l'écran, est-ce que le logement est protégé au-dessus du rez-de-chaussée? Vous voyez, dans ce cas-là, ce n'est pas le cas, sauf dans la zone 11006 qu'on trouve ici. Donc, dans cette zone-ci où on retrouve des logements, on a la norme de logement protégé. La norme qui prohibe la cohabitation entre le logement et le C10, actuellement, elle n'est pas présente dans ces grilles. Est-ce qu'il y a un nombre maximum d'unités C10? Actuellement, le nombre d'unités n'est pas inscrit à la grille. Puis, est-ce que le C10 doit être au-dessus du rez-de-chaussée? Actuellement, ce n'est pas le cas dans ces zones. Donc ça, c'est la situation actuelle. Puis là, je vais vous afficher la situation projetée. Donc actuellement, c'est le zonage en vigueur. Puis voici ce qui est projeté dans ces zones. Donc, vous voyez, l'usage est maintenu dans les 4 zones dont on parle. Par contre, on vient rajouter l'article qui prohibe la cohabitation du logement et du C10 dans le même bâtiment. Donc, si on se déplace un petit peu dans le secteur donc, de la rue d'Alousie, que vous avez ici, le musée de la civilisation comme repère, donc la rue d'Alousie et le quai Saint-André rue Quai Saint-André qui commence ici. Donc, en bleu, vous avez les zones actuellement où on l'autorise. Vous remarquez ici, on a une zone au centre qui est avec un petit tiret rouge. Donc, ça veut dire que dans cette zone, la 11022, l'usage est contingenté à un seul établissement. C'est celui que vous voyez ici en noir, c'est l'hôtel Le Priori. Donc, dans ce qui est proposé comme modification réglementaire, donc, on viendrait retirer l'usage C10 de la zone 11022. Donc, et on viendrait donner une permission d'occupation pour venir finalement perpétuer l'usage de l'hôtel Le Priori qui exerce déjà l'usage de plein droit. Dans les autres zones, on vient rajouter l'interdiction de la cohabitation des logements et de l'hébergement touristique dans un même bâtiment.
Donc, si on continue cette fois dans le secteur un peu plus central du quartier, donc à l'intérieur des fortifications, ici, pour vous repérer, on a l'hôtel de ville qui se situe ici, la côte de la Fabrique, on remonte la rue Saint-Jean ici. Ensuite, au sud, ici, on a la rue Saint-Louis qui descend ici, puis le château Frontenac ici. Donc là, vous voyez qu'on a deux zones qui sont contingentées avec un nombre d'établissements qui est atteint dans les deux zones concernées. Donc voici les modifications qu'on propose. Donc sur la rue Saint-Jean, comme sur la rue Saint-Louis, on vient retirer l'usage C10 et on vient donner des permissions d'occupation pour les établissements existants. Également, ce qu'on vient faire, on vient prohiber la cohabitation des logements et du C10 dans un même bâtiment pour une zone qui est sur la rue de Buade. Donc, on continue dans le secteur de la Grande Allée cette fois. Donc, je vais vous restituer. Donc, la Grande Allée se trouverait ici. Donc, les plaines d'Abraham ici au sud, puis le Grand Théâtre par ici. Donc, là, on a une zone où les hôtels sont autorisés le long de la Grande Allée. Puis, on a deux zones qui sont contingentées avec un seul établissement dans la partie plus à l'ouest. Donc, si je vous montre ce qui est proposé, il y a une zone qui serait rajoutée, donc dans la continuité des zones où le C10 est déjà autorisé. C'est une zone qui se trouve entre l'avenue Taché et l'hôtel Le Concorde qui se trouve ici comme point de repère. Les zones pour lesquelles l'usage était contingenté, là, on est venu créer des zones uniquement pour les propriétés qui ont déjà des hôtels actuellement, puis on est venu les retirer pour les restes des zones dans lesquelles il n'y avait pas d'hôtel. Donc, là, pourquoi on ne fait pas de permission d'occupation comme on a fait ailleurs, c'est qu'on est dans le secteur du PPU. Donc, pour l'instant, ce n'est pas une possibilité dans un PPU de faire des permissions d'occupation. Donc, c'est pour ça qu'on vient découper des petites zones, mais l'objectif est le même. On vient aussi ajouter l'article qui vient prohiber la cohabitation entre les logements et le C10. Un dernier élément dans le quartier Vieux-Québec, Cap-Blanc, ça concerne les gîtes ou les bed and breakfast ou les couettes et cafés, appelons-les les gîtes. Donc ça, c'est un usage particulier aussi au zonage. C'est aussi un usage associé au logement. Et puis, dans le secteur du Vieux-Québec, il y avait des contingentements qui s'appliquaient aussi aux gîtes. Donc, vous voyez dans les zones que vous voyez en bleu clair, que je vous pointe ici, donc c'est un ensemble de zones dans lesquelles il y avait un maximum de 10 gîtes qui étaient autorisés. Et vous voyez que dans les faits, il y en a juste 3 d'existants. Pareil, sur la rue Saint-Jean, il y avait un contingentement dans la zone de la rue Saint-Jean qui autorisait uniquement 3 gîtes, mais il y en a 0 actuellement dans la zone. Donc là, on voit qu'on a des usages contingentés qui ne sont pas occupés finalement. Donc là, dans un souci de simplification réglementaire, comme on a fait ailleurs, on proposerait de venir retirer ces contingentements-ci. Donc ça complète pour le Vieux-Québec Cap Blanc-Colline parlementaire. Pour Saint-Jean-Baptiste, je le donne. Dans Saint-Jean-Baptiste, dans le fond, on va voir les 3 principaux secteurs. On a justement le long de René Lévesque, Honoré-Mercier. On a l'extrémité de René Lévesque avec Salaberry, où ce qu'on va venir voir. Puis on a à l'intersection de rue Saint-Jean et de d'Aiguillon, la rue, ou plus précisément la rue Philippe, mais malheureusement, je ne me rappelle pas du reste de la rue. Le long d'Honoré-Mercier, on est dans Saint-Jean-Baptiste. Actuellement, là, dans le fond, on a des hôtels qui sont autorisés tout le long. Ce qu'on va venir faire, principalement, il y a juste où l'église Saint-Vincent de... C'est ça? Oui. Saint-Vincent-de-Paul. Non, j'ai vu que j'ai comme eu un blanc. Il y a l'église Saint-Vincent-de-Paul, dans le fond, qu'on va venir retirer, puis on va conserver là, le reste à peu près tel quel. Si on s'en va à l'autre extrémité de René Lévesque, à la limite au niveau de la côte de Salaberry, on a un usage contingenté ici qui est l'auberge des deux lions qui complétait le contingentement. Puis on a une zone de l'autre côté de l'avenue Turnbull aussi. Ce qu'on vient faire principalement, c'est que du côté de la zone 132 MB, on s'en vient ajouter l'interdiction de cohabitation. Pour ce qui est de la zone 130-11 MB, ben, on vient retirer le C10, puis on va venir donner un usage contingenté, une permission d'occupation à l'auberge des deux lions. Finalement, la dernière opération qu'on vient faire dans Saint-Jean-Baptiste, au coin de Philippe Dorval
et de Saint-Jean-Baptiste, on a déjà un établissement qui est avec une permission d'occupation, mais sa permission d'occupation le limite à 11 chambres. Pour faire un peu ce qu'on fait un peu ailleurs, dans le reste de la ville, on va venir enlever le nombre d'unités maximales. Donc, il va être capable d'ajouter des chambres à l'intérieur de son bâtiment sans contrainte à ce niveau-là. Montcalm, qui est notre dernier quartier, donc on va aller voir les secteurs concernés. Donc, d'abord au nord de l'avenue Cartier, le long du chemin Sainte-Foy ici. Donc, on a des zones qui l'autorisent actuellement. On va venir retirer 2 zones qui sont essentiellement des zones résidentielles dans lesquelles il n'y a pas d'usage C10. On maintient seulement une zone dans laquelle l'usage se trouve, mais on va venir faire des petites modifications, donc interdire la cohabitation dans un même bâtiment, puis retirer le nombre maximum d'unités. Pour l'avenue Cartier, donc là, il y a plusieurs mouvements. Je vais vous montrer le projeté, puis je vais vous l'expliquer. Donc, un peu dans la même logique, là, les zones contingentées, on vient retirer les contingentements. Donc, on retire le C10 le long de l'avenue Cartier et on vient donner une permission d'occupation pour le café Griegoff, qui est l'établissement qui occupe le contingentement actuellement. Dans la zone 14077, on a un gîte qui offre actuellement 3 chambres. On vient faire une modification pour lui permettre d'exercer 5 chambres. Et on avait aussi l'auberge du quartier qui était contingentée dans le secteur du PPU pour laquelle on vient créer une zone uniquement pour l'établissement. Finalement, proche de l'intersection René-Lévesque des Érables, on a actuellement un gîte qui offre 3 chambres puis qui avait le souhait d'ajouter 5 chambres. Donc, c'est le Bed and Breakfast 4 saisons qui se trouve ici et qui est contigu à une zone qui autorise 5 chambres. Donc, on vient juste faire une modification de tracé pour l'inclure dans la zone mixte contiguë, ce qui leur permet d'opérer les 5 chambres. Une autre modification au PPU, donc dans les modifications réglementaires qu'on propose, donc ça n'a rien à voir avec l'hébergement touristique, mais comme on fait une modification du PPU, on en profite pour venir régulariser une autre demande, puis je vais vous l'expliquer très simplement. Ici, on a un bâtiment résidentiel, donc au 80 Grande Allée Est. Au rez-de-chaussée de ce bâtiment, il y a un local qui est occupé par des bureaux, par une entreprise d'informatique. Puis vous voyez le périmètre actuellement du local. Puis là, il faut comprendre que le local est comme à cheval sur 2 lignes de zonage, donc une mixte qui permet le bureau, puis une arrière qui ne le permet pas. Donc là, on vient vraiment corriger un tracé. C'est ce que vous avez à droite, finalement, pour venir inclure les 20% de local qui manquent ici, là, dans la zone mixte, pour régulariser la situation du local commercial actuel. Donc, on arrive aux prochaines étapes, finalement. Donc, dans les processus d'adoption des règlements qu'on vient de vous présenter, on est en consultation publique ce soir. Comme je vous dis, on répète l'exercice le 22 octobre devant le conseil de quartier Montcalm, puis le 28 devant le conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste. À partir de demain et jusqu'au 4 novembre, il y a une consultation écrite où on continue de recevoir les questions et commentaires sur ces modifications. Par la suite, il doit y avoir des adoptions par les conseils d'arrondissement, conseils de ville. Donc, les dates pour l'instant sont 19 et 25 novembre. Ce qui amènerait une entrée en vigueur de toutes ces modifications au début du mois de décembre. Donc, ça vient compléter notre présentation. Alors, merci Emmanuel, merci Simon. Alors, merci pour votre écoute. C'est quand même assez costaud comme présentation. Alors, écoutez, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, la séance de ce soir est enregistrée à des fins de rediffusion sur le site Internet. Également, la présentation, le fichier PDF sera également disponible sur la page du projet. Alors, sans plus tarder, je vais procéder à l'ouverture de la période de questions et de commentaires. Donc, Daniel, mon collègue, en principe, tu pourras m'indiquer, ou peut-être par l'entremise de Michael à la régie, vous pourrez m'indiquer lorsque vous allez avoir des questions en ligne. Alors, je rappelle que pour les personnes qui sont en ligne, si vous ne disposez pas de clavier, vous pouvez utiliser l'outil de lever la main. Alors, de cette façon-là, Daniel va vous accorder un droit de parole. Alors, pour les personnes en salle, bien évidemment, on a également les administrateurs du Conseil des quartiers. On va aller tout à l'heure en demande d'opinion, mais étant donné qu'on est en consultation, les questions sont ouvertes à tous.
Alors, voilà, je vais vous demander soit de nous indiquer votre quartier parce que, bon, vous comprenez qu'on est en consultation, mais il y a eu des présentations sur les autres quartiers. Alors, au besoin, mentionnez-nous votre quartier ou encore à quel titre vous êtes ici ce soir. Alors, sans plus tarder, je ne sais pas, Daniel, de ton côté Oui, ou bon, nous avons déjà Michael. si on me Oui, donne le son, nous avons déjà une question en ligne de la part de Mathieu Laroche-Casavant. Est-ce que tu souhaites que j'en fasse la lecture? Donc, oui. euh, Mathieu demande, bonjour, quel est le justificatif pour l'ajout de 11 041 et 11 110 sur Grande Allée? Merci. Donc, c'était à la page 47 de la présentation. Alors, 11 041, Daniel, et il y avait un autre numéro qui était mentionné. 11 46. 110. 11 110. OK. 11 110 n'est pas ajouté en fait. 11 110, c'est l'hôtel Le Concorde actuel, donc il n'y a aucune modification là-dessus. Très bien. Pour 11 41, effectivement, ça c'est une nouvelle zone. En fait, c'est l'unique zone qu'on vient ajouter dans ce secteur-ci. Donc, l'objectif finalement, c'était de venir poursuivre le secteur hôtelier qu'on avait en fait de part et d'autre de la Grande Allée et qu'on retrouvait aussi de l'autre côté avec des établissements. Donc, on venait poursuivre dans le fond le zonage actuel pour venir consolider un petit peu le secteur d'hébergement touristique dans le secteur de la Grande Allée. Très bien. Ça répond à Non, la et question. effectivement, les logements de toute façon dans cette zone sont protégés. Et ils demeurent protégés de toute façon, hein. Parce que dans cette zone, on a beaucoup d'édifices dans lesquels il y a des bureaux actuellement, donc qui, eux, pourraient, par exemple, venir offrir cet usage. Mais les logements, effectivement, sont protégés, puis ils le demeurent dans la zone 11041. Merci. alors, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions en ligne de ton côté, Daniel? Pour l'instant, non. Je vous invite à poursuivre en salle et je ferai signe au régisseur si nous en avons également. À nouveau. Excellent, merci. Alors, en salle, la période de questions, de commentaires est ouverte. Donc, n'hésitez pas. Bon, alors, je vois M. Masse. Bonsoir, M. Masse. On vous écoute. Oui, bon, Michel Mars, Vieux-Québec, comme des citoyens du Vieux-Québec. J'avais trois questions. Une qui a été répondue un peu durant la présentation. Je me demandais par rapport aux établissements qui sont déjà installés dans les zones qui seront modifiées, qu'est-ce qui arrivait avec eux? Est-ce qu'ils vont, moi, demander de leur déménager ou de se fermer ou d'aller ailleurs? Là, on me dit qu'ils vont avoir un droit d'occupation, donc ils vont rester là. L'autre question, c'est quand on parle d'agrandissement, que les établissements actuels vont pouvoir s'agrandir. Ils vont pouvoir s'agrandir de quelle façon? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir acheter le bâtiment d'à côté, s'agrandir en hauteur, s'agrandir par l'intérieur? De quelle façon ça va pouvoir s'agrandir tout en conservant les logements existants? Parce qu'on sait souvent à l'heure actuelle, quand les bâtiments dans le Vieux-Québec, les hôtels dans le Vieux-Québec, quand ils s'agrandissent, ils empiètent sur le logement. Les bâtiments existants, il y a des logements. Donc, est-ce que ça va être encore ça qui va être toléré ou ça va être interdit? Ben, je vais commencer la réponse, puis voulais-tu poser ta troisième question dessus? Non, non, pas le temps. OK. La question, elle est très bonne, Michel. En fait, ce qui est important, ils vont pouvoir s'agrandir essentiellement par l'intérieur. Il y en a qui, si c'est accepté à la CUCQ, bon, vous résidez le Vieux-Québec, là, vous savez comment ça marche. Il y en a qui pourraient, par exemple, être en hauteur, Ajouter mais une on ne cave. veut pas, exact, on veut pas que ça se fasse au détriment de la fonction résidentielle. Et puis l'autre question, l'autre question, c'est comment est-ce qu'on va faire le contrôle de cela? Et quelles seront les pénalités si par hasard un propriétaire ne respecte pas la norme ou le nouveau règlement? Parce qu'on sait déjà à l'heure actuelle qu'il y a des cas de bâtiments avec des logements dans lesquels il se fait du commercial illégal et qui se refait à tour de bras malgré les contraventions, malgré les infractions, malgré les condamnations. Ces appartements sont toujours en commercial. Donc, de quelle façon, dans ce nouveau règlement-là, on entrevoit de contrôler les usages pour que ce soit respecté et quelles seront les pénalités si par hasard il y a infraction? On n'a personne de l'inspection avec nous ce soir. OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'illégalité se fait généralement pas quand le C10 est permis. En fait,
c'est ce qu'on observe essentiellement. L'essentiel de l'illégalité qui se fait en hébergement touristique, c'est des gens qui prétendent que c'est leur résidence principale. Donc, on n'est pas dans l'hébergement touristique commercial, on est dans l'hébergement touristique supposément collaboratif, mais au final, ce n'est pas leur résidence principale et ils le font beaucoup plus que 90 jours par année. Pour certains, c'est 365 jours par année. Donc, c'est pas ce dont on parle, c'est pas de l'hébergement touristique commercial. Donc, on ne prévoit pas ici, c'est pas, comment je pense, c'est pas couvert, là, parce que le OK. cas d'espèce que tu mentionnes, c'est pas couvert par ça. Donc, on a déjà des règlements qui existent à la Ville de Québec en matière d'hébergement touristique commercial. Donc, il y a des constats d'infraction qui sont prévus dans nos règlements, dans la loi sur l'hébergement touristique. On a une équipe de 5 personnes à la Ville de Québec qui fait de l'inspection en hébergement touristique illégal. Donc, ça demeure. OK. Mais quand tu as un bâtiment dont tous les logements sont devenus du commercial, qu'est-ce qu'on C'est fait? pas du commercial, c'est du résidentiel, Ouais. mais on fait du commercial à visage découvert. Donc, on donne des constats, puis des OK. constats, parfois, c'est journalier. On a malheureusement des cas actuellement de plusieurs dizaines de milliers de dollars de cas de constat d'infraction. Donc, c'est la stratégie qui se continue. Mais comme je dis, ce n'est pas des gens qui font de l'hébergement touristique commercial. Des gens qui prétendent agir dans du collaboratif. Ils ne le font pas à visage. Découvert. C'est pas du C10 déclaré, on s'entend là-dessus. Non, oui, C'est je du sais. C10 en dessous de la couverte. C'est ça. Donc, voilà. OK. Puis, ces 10 là sous la couverte, pour l'instant, on donne des constats. C'est ce qui est déjà prévu. OK. C'est ce qui est prévu. On donne des constats d'infraction, on amène ces gens-là en cours, on a notre équipe de 5 inspecteurs, donc c'est ça qui continue. Mais quand la situation se poursuit, malgré les infractions, malgré les condamnations, c'est quoi qu'est-ce qu'il y a comme d'autres moyens pour mieux contrôler ce qu'on En ce moment, les seuls moyens que les villes disposent, c'est de donner des constats d'infraction. Comme je dis, on a eu des cas à la Ville de Québec de centaines de milliers de dollars de constats. On a des cas actuellement de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Puis quand je dis plusieurs dizaines de milliers de dollars, on est entre le 50 et le 100 000 dollars. Puis on continue de prendre des constats avec ces gens-là. On essaie d'avoir la collaboration. Je dis bien on essaie d'avoir la collaboration de Airbnb. Puis, on fait appel aussi aux gens de Revenu Québec puis du ministère du Tourisme pour que la ministre exerce ses pouvoirs. Je ne vous cacherai pas qu'actuellement, nous sommes en représentation auprès du ministère du Tourisme parce que la Ville ne peut pas opposer des montants d'amende qui sont supérieurs à ce qui est prévu dans la loi. Actuellement, les montants d'amende sont, somme toute, assez dérisoires. Donc, la Ville de Québec est en représentation pour faire augmenter le montant des amendes, notamment pour les personnes morales. Donc, personnes morales, des personnes qui sont organisées systématiquement, dont c'est probablement, on peut penser, le seul, unique gagne-pain. Donc, les montants d'amende devraient pouvoir être plus significatifs pour que ça fasse vraiment mal. Est-ce qu'on pourrait envisager d'autres méthodes? Si les contraventions ne font pas, est-ce qu'on pourrait envisager, exemple, le scellé de l'appartement, le scellé de l'immeuble? On a plus de pouvoir en ce moment à la Ville de Québec. Les villes n'ont pas ce pouvoir-là. OK. Monsieur Mars, merci pour vos questions. On a bien compris vos préoccupations qui vont être notées d'ailleurs. Alors oui, bonsoir. Bonsoir, Claudia Bincelli, administratrice du Conseil de quartier Vieux-Québec, Cap-Blanc, Colline parlementaire. J'ai 2 questions. La première, vous l'avez probablement mentionné au début, mais je n'ai pas porté attention sur l'échéancier à la date d'entrée en vigueur des changements qui sont discutés ce soir. On parle de début décembre, oui, tu peux. Donc, c'est début décembre, tout Oui. ça entre en vigueur? Oui, ça entre en vigueur OK. début décembre. On a les petites dates à la dernière page. On va essayer de vous OK, l'afficher. parfait. Donc, puis est-ce qu'en ce moment, il y a une course pour des promoteurs, des hôteliers qui se dépêchent à... Non, en fait, quand on adopte des projets de règlement comme ce soir, Il y a un à partir- contrôle intérimaire ou quelque chose exactement, comme il y a comme un effet de gel qu'on appelle. Donc, les nouvelles mesures qu'on propose, il y a comme un effet de gel, il faut les respecter.
Donc, Jusqu'à un dès certain. maintenant, c'est gelé. Exactement. OK, En fait, super. il faut respecter ce qui est proposé ce soir. Et ensuite, ça rentre en vigueur ou ça rentre pas en vigueur, puis la réglementation revient comme elle était avant, là, si vous voulez. Mais là, on est dans une période de gel actuellement. Parfait, merci. Puis sinon, oui. Le contingentement était atteint dans le Ah, Vieux-Québec. OK, Hein. oui, de toute Fait façon, qu'il dans ne le pouvait Vieux-Québec. pas se faire de développement. Là. Parfait. Puis, sinon, est-ce que vous avez fait une espèce de bilan? Parce que c'est dur d'avoir la vision d'ensemble. Au bout du compte, est-ce qu'il y a plus de capacité hôtelière de prévu avec les changements ou moins? Ça va être quoi? Avez-vous des projections de l'augmentation potentielle de la capacité par des agrandissements qui sont maintenant permis versus la capacité actuelle? Est-ce qu'on est encore sur une trajectoire comme de croissance? Ouais, c'est une très bonne question. C'est sûr que c'est difficile de faire ça de façon précise parce que nous, il faut comprendre qu'on autorise des usages dans des zones dans lesquelles il y a des bâtiments, puis il y a des tas d'autres usages qui sont exercés. Donc, on ne sait pas potentiellement lesquels vont avoir des C10, etc. C'est sûr que dans l'exercice qu'on fait, on est venu ouvrir, vous l'avez vu dans la présentation plus générale, là, secteur Le Bourgneuf, secteur l'aéroport. En fait, on a ouvert beaucoup en périphérie, des zones qui autorisaient déjà. Donc, dans le fond, le souhait, c'est quand même qu'il y ait une concentration de ces d'établissements qui aillent dans ces secteurs-ci. Donc, dans le fond, on préfère que les développements se fassent dans ces secteurs plus périphériques plutôt que dans le Vieux-Québec. Donc, c'est sûr que dans le Vieux-Québec, il y aura probablement moins de développement, effectivement, avec ce qu'on propose, parce qu'on est venu retirer des zones, on vient réglementer finalement par permission d'occupation, puis on n'ouvre pas tant que ça dans le Vieux-Québec. Donc, c'est dur précisément de savoir où vont être les futurs établissements hôteliers, mais dans ce qu'on propose, on ouvre beaucoup plus à l'extérieur, c'est un peu le souhait de l'exercice. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Farah Bérubé, résidente du Vieux-Québec et je fais également partie du conseil de quartier, vice-présidente du conseil de quartier. Vous nous avez bien expliqué que les établissements qui ont déjà des autorisations vont les conserver. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'ils les conservent indéfiniment ou quand il y a un changement de propriétaire, est-ce que cette autorisation-là va être maintenue? Oui, très bonne question. En fait, il faut voir ça comme si on faisait, on appelle ça une permission d'occupation dans nos outils, mais c'est comme si on faisait un mini-zonage pour le terrain en question. Donc, tant que le mini-zonage est en vigueur, il le garde. Donc, changement de propriétaire, ça n'éteint pas l'usage finalement. L'usage est toujours autorisé. Pour qu'il ne le soit plus, il faudrait qu'il y ait un geste d'un conseil d'arrondissement ou d'un conseil de ville, là, dépendamment des compétences, pour dire bah, je retire l'usage de ce lot, etc. Là. Mais ce qu'on propose, c'est comme vraiment des mini-zonages sur les établissements existants. Merci. Puis, je veux juste faire du pouce sur l'intervention de Michel. Je comprends que vous faites Mélissa, que vous faites déjà des représentations auprès de la ministre, etc. Mais ce qui est vraiment un très grand fléau dans notre quartier, c'est toute l'illégalité. Puis je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec ce qui s'est passé le week-end passé à Montréal. Ça pullule de petits et de très gros qui font de l'illégal. Et je comprends que la Ville essaye de se donner des moyens, mais je pense que nous, on essaye en tant que résident, en tant que conseil de quartier, on essaye de vous passer le message qu'il faut vraiment en faire plus. Parce qu'à un moment donné, c'est des vies. On l'a vu en fin de semaine à Montréal. C'est des vies qui peuvent, quand ils font ça dans l'illégalité, ils le font aussi en ne respectant pas certaines normes, etc. Donc, et ça, c'est sans parler de tous les loyers qui sont pris, tous les appartements qui sont occupés de cette manière-là, sans parler aussi du fait que on craint aussi pour le bâti, parce que c'est des occupations qui sont à l'extrême, puis c'est des propriétaires qui ne sont pas là, qui ne s'occupent pas bien non plus de leur logement. Donc, ça, nous, c'est une réelle préoccupation. Puis je comprends qu'on n'est pas dans ce cas-là, parce que là, on est dans le légal commercial, mais il faut trouver un moyen pour en faire plus. Puis il faut trouver un moyen de lancer un grand cri aussi aux autres autorités pour que cessent ces commerces illégaux de type location court terme là, dans notre quartier, mais dans les autres quartiers aussi autour du Vieux-Québec. Merci. Merci. Peut-être, je m'excuse, Hélène. Oui. Je peux pas prédire quand il va y avoir une nouvelle mouture de la loi sur l'hébergement touristique à Québec.
Mais quand il y aura une nouvelle mouture de la loi sur l'hébergement touristique à Québec, comme je dis, nous, on fait des représentations notamment pour que les amendes soient beaucoup plus dissuasives. En ce moment, notamment pour des personnes morales, mais moi, je pense que d'avoir des voix du terrain éventuellement qui s'organisent, puis à l'époque, jadis naguère, quand j'étais présidente du Conseil des quartiers Saint-Jean-Baptiste, M. Sanson et moi-même, nous étions, je veux dire, M. Sanson, l'ancien président du Conseil des quartiers, nous nous étions rassemblés, en fait, là, ensemble pour aller faire des représentations dans le cadre d'un projet de loi auprès du cabinet ou de la ministre, je ne me rappelle plus c'était qui à ce moment-là, du tourisme. Et je pense que d'avoir éventuellement aussi des... C'est sûr que la Ville de Québec va faire sa représentation et j'ai déjà levé la main pour être celle qui porterait la voix de la Ville de Québec. Mais d'avoir des citoyens qui déposent des mémoires, puis ça n'a pas besoin de des mémoires de 40 pages, mais ne serait-ce que de partager votre réalité comme résident du Vieux-Québec, parce que je pense que s'il y a un quartier sur le territoire de la Ville de Québec qui peut témoigner de ce que ça veut dire, bien, je pense que c'est vous. Merci. Maintenant, oui, je vous vois, M. Sanson. Je veux juste valider du côté des gens en ligne. Hein. On ne les voit pas, mais ils sont là quand même. Non, il n'y a pas de questions en ligne présentement. Il n'y a pas de questions. Merci, Michael. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. Pour un sujet aussi complexe, d'ailleurs, ça fait déjà plusieurs années que je suis les modifications réglementaires, notamment PPU. Je dois vous dire que celle-ci, ce soir, était plus complexe. Mais c'est bien expliqué et c'est assez clair. Alors, bravo à l'équipe. Alors, je porte un autre chapeau. Alors, donc, Alain Sanson, sur le conseil d'administration de SDC du Vieux-Port. Si j'ai bien compris, dans les modifications, il y a une zone où on parlait de l'auberge de Prieuré. Donc, il y avait un seul, c'était contingenté, il n'y en avait rien qu'une. Donc, on enlève le contingentement dans le secteur où l'auberge de Prieuré est, puis on leur donne à l'auberge de Prieuré un permis d'occupation au sens qu'on vient de l'expliquer. Deuxième, si j'ai bien compris, je fais un récapitulatif, oui. C'est la même logique qu'on fait dans toutes les zones où il y avait le contingentement de C10. On est venu retirer le C10 et donner des permissions d'occupation aux établissements qui étaient là de plein droit. OK. Dans notre secteur SDC, c'était uniquement le priori. OK, c'est très clair. Le deuxième, c'est les gîtes, qui est beaucoup plus large. C'est le croissant de lune là, de notre secteur. De SDC, si je comprends bien, on en avait 3 autorisés. On enlève le contingentement. Mais là, par contre, c'est dire qu'on peut en avoir plus de gîtes. Oui. C'est ça, j'ai compris? En fait, le contingentement était de 10 dans ce que vous voyez les zones bleues à l'écran en bleu clair. Là. Donc, dans cet ensemble bleu clair, il y avait 10 maximum qui étaient autorisés. Mais dans les faits, il y en avait 3. Donc, là, on comprend que contrairement au C10 où là, on avait des contingentements atteints, dans ce cas-là, il y avait des contingentements qui avaient été mis dans la réglementation, mais force est de constater que finalement, il n'y avait pas autant d'usage que ça. Là. Alors, donc, le contingentement au niveau des gîtes est enlevé. Il n'est pas obligé, mais c'est la proposition qu'on fait parce qu'on est dans une simplification réglementaire aussi, puis on veut être le plus transparent possible. Puis là, on voit des mesures qui sont dans notre règlement, mais qui n'ont pas vraiment d'effet réel, là, donc on propose de les retirer. OK, c'est très clair. Est-ce qu'il y a d'autres particularités qui touchent le secteur du Vieux-Port? J'en ai pas vu, en tout cas, anyway, ça se peut que ça me... Non? Je pense que j'ai bien résumé ces 2 points-là. Oui. OK, j'ai fait mes devoirs correctement. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci pour vos questions, M. Sanson. M. Sanson avec un autre chapeau. Alors, oui, allez-y. Allez-y, ça ne fait pas la file. Alors, on vous écoute. Alors, Jocelyn Julbert, je suis président du Conseil des quartiers, mais une question qui risque d'être d'ordre général. Je veux juste comprendre, il y a des zones où vous maintenez le C10 à l'intérieur du Vieux-Québec. Dans ces zones-là, est-ce qu'il y a du résidentiel qui potentiellement pourrait être à risque de transformation? Qu'est-ce qui fait que vous avez
conserver ces zones-là? Et est-ce qu'il y a un risque que ça puisse affecter le volume de logements résidentiels dans ces espaces-là que vous avez conservés? Donc, c'est une très bonne. Peux-tu mettre celle du. Ouais, parfait. Donc, effectivement, on est venu retirer les zones contingentées actuelles, mais on ne pouvait pas retirer non plus complètement l'usage du Vieux-Québec. Là, il y a quand même des établissements qui sont existants. Puis vous faites référence probablement à la zone 11049, qui est dans le secteur de la rue de Buade, par exemple. Cette zone-ci, actuellement, elle n'est pas contingentée en termes d'établissements d'hébergement touristique. Par contre, les logements sont protégés. Donc, ça veut dire que les logements existants ne peuvent pas être convertis en C10. Également, on vient rajouter une note qui dit que dans un même bâtiment, on ne veut pas que cohabitent des logements puis de l'hébergement touristique à cause des nuisances que ça crée, etc. Donc on autorise effectivement l'usage C10 dans cette zone, par exemple, mais ça peut se faire que dans un édifice dans lequel il n'y a pas de logement, en fait, finalement, actuellement. Monsieur Oui, c'est comme ça Gilbert? parce que le logement est quasiment protégé. En fait, j'ai un doute dans la zone du Château Frontenac, mais je pense qu'il n'y a pas de résidentiel de toute façon dans cette zone, mais c'est juste le château, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, dans toutes les zones mixtes où on a du logement dans le Vieux-Québec, le logement est protégé. Donc, il ne peut pas être remplacé. Alors, merci. Bonne question. Effectivement, c'était d'ordre général, mais très, très instructif. Alors, oui, écoutez, Monsieur Masse, je veux juste m'assurer qu'il n'y a pas d'autres personnes mais je pense qu'on a quand même encore un petit peu de temps devant nous. Oui, on m'a donné, on m'a formulé une demande de terminer pour 20h30. Par contre, est-ce que du côté en ligne, on a d'autres interventions potentielles, Daniel? Non, pas pour l'instant. Non? Merci, Michael. En salle, juste avant de céder la parole à M. Masse, je veux juste m'assurer que tous, vous pouvez prendre la parole. Bon, alors, on vous écoute, M. Masse. C'est juste en complément à ce que Jocelyn vient de mentionner. Donc, les logements vont être protégés dans ces zones C10-là. Donc, il n'y aura pas de cohabitation, ces logements et hôtels, en tout cas, chambre d'allocation. Mais donc, c'est ce qui veut dire que si dans cette zone-là, il y avait un bâtiment qui était uniquement pas du résidentiel, mais des bureaux, donc lui, il pourrait être transformé en hôtel. Oui, effectivement. OK. S'il n'a pas de logement à l'intérieur, il peut être Il transformé. pourrait être transformé. OK. Alors, merci. Donc, écoutez, je me permets de mettre fin. Non, s'il Oui, te plaît, on a une participante qui a levé la main en ligne. Donc, oui, si vous permettez, je laisserai la parole à Mme Louise Bédard, à qui je vais donner la permission d'ouvrir sa caméra. oui, merci. On vous écoute, Madame Bédard. Et votre micro, s'il vous plaît. Alors, je veux juste m'assurer parce que je sais que partout dans le Vieux-Québec, l'habitation protégée est partout dans le Vieux-Québec. Alors, je voulais juste m'assurer de ça. On en a parlé un peu plus tôt, mais je voulais juste m'assurer que même si on est dans une zone mixte ou quoi que ce soit, l'habitation est protégée. Il n'y a pas de secteur où on peut faire de la location touristique. On va laisser Donc, les professionnels répondre ou demander des précisions, je crois. en fait, donc on confirme ce que dit la dame. Je n'ai pas bien entendu, en fait, là, mais ce que la dame disait, elle voulait confirmer que dans le Vieux-Québec, le logement était protégé dans les zones. Donc, oui, c'est bien le cas. Donc, Alors, ça veut dire Alors, il n'y a pas de possibilité d'avoir de la résidence de tourisme, même dans les zones mixtes. Alors, c'est une habitation protégée telle que c'était en 2010. oui, exactement, sauf effectivement les Parfait. lots qu'on va venir autoriser par permission, mais même sur ces lots-ci, le logement demeure protégé. Donc, finalement, il ne peut pas y avoir d'hébergement touristique à la place d'un logement existant, pour résumer OK. ça. Oh, OK. Sauf dans des immeubles commerciaux, comme disait le monsieur avant moi. Voilà, là où il n'y a pas de logement actuellement. OK. Bon, c'est ça, c'est ce que je voulais éclairer ça, parce qu'en fait, il n'y a pas de possibilité d'avoir plus de résidences de touristes dans le vieux, et c'est bien correct comme ça. Merci, Mme Bédard. Merci, au revoir. Merci. Alors,
du côté... Ah, oui, en salle, on a une question. Oui, bonsoir. Bonsoir, Nadia Leclerc, résidente du Vieux-Québec et trésorière du Conseil de quartier. Juste pour rebondir sur ce que Michel vient de demander. Donc, si, exemple, un immeuble a seulement des bureaux, là, il n'y a pas de logement, donc il pourrait devenir un établissement commercial, mais il me semble, Mme Coulombe-Leduc, que vous avez dit tout à l'heure que je crois qu'on avait atteint le quota maximum dans le Vieux-Québec. Est-ce que j'avais bien compris ou... Bien, en fait, on le lève, le contingentement ce soir, parce que, OK. par exemple, en fait, on le lève pour la zone jaune, dans le fond, là, qui est oui, celle-là ici, parce que on retire le C10 de la zone jaune. OK. Donc, on vient régulariser la situation des hôtels déjà existants en leur donnant une permission d'occupation. Et bon, ils vont pouvoir s'agrandir, là, comme on disait, et existants par l'intérieur, par en haut, on verra. Dans la zone bleue, par contre, il n'y avait pas de contingentement en vigueur. OK. La Donc, zone bleue de Buade, là, parce que zone bleue de Château-Frontenac, bon, oui. Mais quelqu'un pourrait s'agrandir en achetant l'immeuble à bureau. mais pas si c'est du logement. C'est ça. Mais un immeuble à Pas si bureau. c'est du logement. OK. Merci. C'est bon. Puis comme Emmanuel disait, là, ça, on l'a introduit, je ne sais plus dans quel omnibus, récemment, on l'a introduit récemment là, dans notre réglementation sur l'urbanisme. Donc, je ne l'avais pas mentionné d'entrée de jeu, là, mais ça fait partie des dispositions qu'on est venu ajouter dans les derniers mois, notre éventail de dispositions pour venir encadrer l'hébergement touristique. On ne veut pas qu'il y ait de mixité dans un même immeuble entre du C10 et du résidentiel parce que souvent la cohabitation, elle n'est pas du tout évidente. Farah Birubi à nouveau. Justement, sur cette carte, on ne voit pas la maison Kent. J'avais l'impression que c'était du C10, maison Kent. Peut-être je me trompe? Oui, c'est fort possible. Par contre, là, ce que vous devez comprendre, la réglementation est très complexe dans le Vieux-Québec. Et là, ce que vous avez actuellement, c'est les zones de zonage qui autorisent le C10 et les nouvelles permissions d'occupation qu'on vient autoriser. Mais il faut savoir qu'il y a déjà dans le passé des permissions d'occupation qui avaient été données. Donc, il y a déjà c'est probablement ça pour la maison Kent, là, il y a déjà des établissements. Puis je ne sais pas, il faudrait que je vérifie précisément pour cette propriété, mais il y en a plusieurs dans le Vieux-Québec qui font de l'hébergement touristique que vous ne retrouvez pas dans ces zones-ci, qui, eux, ont des permissions d'occupation qui ont été délivrées dans le passé. Ça, c'est maintenu, c'est la réglementation actuelle. Alors, Madame Bérubé, vous venez de mentionner que c'est maintenu pour les gens en ligne. Alors, voilà. Donc, oui, on a un autre tour de parole de M. Gilbert. J'utilise le temps d'antenne pour faire un message publicitaire. Donc, vous allez fermer dans quelques instants la consultation de la Ville et c'est le conseil de quartier usuel qui va débuter par la suite. Comme c'était la première fois que la Ville faisait cette consultation-là, j'imagine autant nous et surtout vous ne saviez pas trop à quoi vous attendre comme réaction des gens. Donc, on avait prévu presque 1 heure et demie de consultation. Alors, j'utilise mon temps d'antenne pour faire la publicité. Donc, le conseil de quartier va suivre dans un instant. J'invite les gens en salle, les gens en ligne à demeurer. Les sujets, là, je fais mon marketing pour pas que les gens quittent. Présentation du service de la culture de la Ville de Québec. 3 œuvres d'art qui seront présentées, qui seront installées sous peu dans notre quartier. Présentation de 20 minutes. Par la suite, comme à chaque conseil de quartier avec Mme Mélissa Coulombe-Leduc, période d'échange avec Mélissa où Mélissa nous tient à jour sur différents projets, différents événements qui se font dans notre quartier, plus une période de questions citoyennes. Alors, j'invite les gens à rester avec nous. Alors, écoutez, de mon côté, je tiens à rappeler qu'il y aura consultation écrite à compter de demain, soit demain le 9 octobre, et ce jusqu'au 4 novembre. Alors, je répète que la présentation, l'enregistrement de ce soir sera en ligne, ainsi que le fichier PDF de la présentation. Alors, voilà, Madame Coulombe-Leduc, petit mot de la fin, on termine la consultation. Avez-vous quelque chose à ajouter? Mais non, merci de votre présence, de votre intérêt. J'entends, on connaît bien, là, je veux juste vous assurer la sensibilité du dossier de l'hébergement touristique illégal dans le Vieux-Québec.
Et donc, même si on n'avait pas de représentant de l'équipe d'inspection, là, soyez assurés qu'on va porter ce que vous nous avez dit et qu'on le porte aussi à d'autres paliers de gouvernement pour aller chercher davantage de pouvoir. Merci pour votre présence. Merci, Madame Coulombe-Leduc.